Cette vidéo est destinée à tous les futurs freelances, les freelances qui viennent de se lancer ou ceux qui sont en train de se lancer. Récemment, je me suis mis en contact avec Giuseppe Baresi. C'est tout simplement un entrepreneur qui est depuis plus de 20 ans dans le référencement naturel et c'est justement un cousin de la Suisse romande. Donc ça me fait super plaisir de pouvoir être en contact avec lui. Et donc on a réalisé tout simplement une interview où sur ma chaîne du coup je parle de mon parcours professionnel et je donne plein de valeur ajoutée justement pour tous les freelances qui sont en train ou qui veulent se lancer. Et puis sur sa chaîne à lui, que je te laisse d'ailleurs en description, on parle du marketing YouTube et comment lancer une marque, comment vendre davantage de produits grâce à sa chaîne YouTube. Donc si tu veux voir tout ça, n'hésite pas à aller dans la description. En tout cas, pour la suite de cette vidéo, c'est une interview tout simplement avec lui et moi et tout simplement, on va parler du freelancing, comment je me suis lancé, les erreurs, les astuces, comment réussir à progresser beaucoup plus rapidement avec tout simplement mon parcours professionnel. Donc en tout cas, j'ai adoré faire cette interview avec lui. Il avait des questions extrêmement pertinentes que tu vas voir d'ailleurs, qui vont me permettre d'ailleurs de donner encore plus de valeur ajoutée. Donc j'espère que ça va te faire plaisir. Donc n'hésite pas, si tu as des questions, c'est directement dans les commentaires. Sinon, tu peux tout simplement laisser le petit like et t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, très bonne interview à toi. Johan Guélé, ça me fait très plaisir de faire cette conversation avec toi aujourd'hui. Bah écoute, moi aussi, Giuseppe, ça fait ultra plaisir. Un grand plaisir surtout de venir en fait avec tout simplement mes bagages, on va dire, de France, pour discuter avec vous en fait, surtout de Suisse romande. Ça me fait plaisir de pouvoir dépasser la frontière parce que vu que je viens d'Alsace en plus, moi la Suisse c'est juste en dessous, donc c'était assez étonnant. Donc non, ça me fait super plaisir en tout cas. Génial, c'est cool. Alors on va parler dans cette première partie de l'interview de ton parcours d'entrepreneur, puisque déjà peut-être tu te présenter quel est ton métier à la base, tes spécialités en 2-3 phrases. Alors, en 2-3 phrases, je suis web designer et formateur freelance, c'est-à-dire que je suis indépendant à mon compte depuis 4 ans. Et à côté de ça, j'ai également une chaîne YouTube que je gère justement et qui m'a permis de développer justement la moitié de mes prestations aujourd'hui, qui s'appelle Pour toi freelance, où justement je donne des astuces, des tips pour les freelances et les entrepreneurs de manière générale. Donc on va dire que c'est comme ça que je peux à peu près résumer ce que je fais aujourd'hui. Alors ce qui est assez cool dans ton profil, et on le voit lorsqu'on regarde par exemple ton profil LinkedIn où on discute quelques minutes avec toi comme j'ai fait en off, c'est que oui, tu es un créatif, donc on va dire un graphiste, un web designer, mais tu as ce côté très pragmatique, force des choses, parce que tu réussis d'une certaine façon en business et tu as ce côté conversion, très curieux, tu t'intéresses à plein d'outils dans le digital. Et c'est justement ce que tu délivres dans ta chaîne YouTube. Et dans la deuxième interview, la deuxième partie qu'on fera après, on va se concentrer sur comment croître sur YouTube. Ça va être très intéressant. Exactement. Et ce qui est très, très, très intéressant aussi maintenant, c'est de prendre la première partie de ton parcours d'entrepreneur. Parce que tu as dit, je suis designer et aujourd'hui je suis formateur. Mais avant d'être formateur pour freelance, tu as dû devenir freelance à succès, on va dire. Quand je dis à succès, parce que c'est relatif, c'est pour ça que je dis on va dire. Qui fonctionne en fait, qui est pérenne dans le temps. Exactement. Alors mettons-nous dans la peau d'un gars qui commence comme toi il y a combien de temps? Écoute, moi j'ai commencé il y a 4 ans et après mon parcours il est assez spécifique, mais globalement, moi par exemple j'ai pas du tout travaillé en agence. Ça c'est une chose, c'est que j'ai pas du tout travaillé en agence. Les seuls moments où j'ai travaillé en agence c'est quand j'étais en stage, donc entre mes cours parce que j'ai fait un master. Donc j'ai fait 5 années d'études à l'université et globalement je faisais un stage entre chaque année. Et après mes études, finalement, j'ai eu des coups de poker comme ça, des coups de chance qui ont fait que je me suis lancé automatiquement dans le freelancing sans être dans une agence. Donc finalement, c'est aussi un parcours un peu particulier. Et moi, par exemple, ce que je conseillerais aujourd'hui à des nouveaux freelance, ce n'est pas forcément de faire ça parce que j'ai aussi un peu ce coup de chance et du coup, ça m'a propulsé là-dedans. Mais après, ce n'est pas forcément l'idéal parce que j'ai dû tout apprendre de A à Z. Alors que quand on est dans une agence de communication, eh bien, on va avoir plein d'aides ou plein de tips comme ça de l'agence. Si on reste par exemple 1, 2, 3 ans, voire 5 ans dans une agence et ensuite qu'on se lance en freelance, on aura beaucoup plus d'armes qu'une personne qui travaille, on va dire, en autodidacte. On peut être autodidacte, mais on va dire que tu auras les armes beaucoup moins rapidement. Donc c'est pour ça que si je devais déjà conseiller quelqu'un, c'est effectivement être en agence au moins au début, en quelques années, avant de se lancer dans le freelancing. Et concrètement, qu'est-ce qui t'aurait manqué comme outil ou arme en n'étant pas en agence? Écoute, je pense que c'est plutôt l'aspect commercial, l'aspect
au niveau des outils, parce que moi, par exemple, j'ai dit que j'étais web designer, mais pareil, au début, j'étais graphiste print. D'accord ? Ça veut dire que je faisais de l'impression. Tout ce qui était affiche, branding aussi avec identité graphique ou autre. C'est ce que j'avais appris en cours pendant mes 3 premières années. Ensuite, les 2 années restantes, j'ai fait à la fois de l'audiovisuel et du web design. Mais le web design, c'était, on va dire, un peu pauvre. Je ne pouvais pas forcément le vendre à des clients. Et ce qui s'est passé, c'est que avec mes premiers clients en freelance, eh bien, je faisais beaucoup de print. Et au fur et à mesure, eh bien, ces mêmes clients qui me demandaient du print me demandaient du web. Et du coup, je me disais, bah, tiens, je vais quand même accepter, même si je ne connais pas plus que ça, je connais les bases. Et les bases, c'est très important, très très important d'avoir les bases, parce que ça te permet de progresser. Alors que quand tu n'as pas de base du tout, tu peux partir dans toutes les directions sans forcément avoir une ligne directrice. Et du coup, j'ai appris le web design par la suite. Donc voilà, en fait, j'ai appris le web design par la suite, mais il fallait que j'apprenne vraiment à ma manière. Et le souci, c'est que, par exemple, en agence, forcément, si tu fais du web design, on va te dire, oui, non, utilise cet outil-là, fais les choses dans cet ordre, fais-le comme ça. Si tu fais ça, attention, il y a un problème qui va arriver ici. Ça, forcément, je ne le savais pas du tout. J'ai dû tout apprendre, j'ai dû faire des erreurs. Les fameuses citations, je ne sais plus exactement desquelles il s'agit, c'était, c'est quoi, je crois que c'est une citation du style, si tu fais une personne qui échoue, c'est une personne qui a un échec, ce n'est pas une personne qui échoue, mais une personne qui n'a jamais essayé. Donc c'est quelque chose de ce type-là. Effectivement, c'est ça. Je me rends compte que c'est des erreurs qui permettent finalement de progresser. Mais voilà. On va dire que c'est plus simple en agence quand tu n'as pas besoin de faire d'erreurs et on te donne directement les clés tout de suite dans tes mains. C'est intéressant ce que tu dis et c'est aussi assez rare. Moi, c'est aussi mon cas. Je me suis lancé à l'époque en tant qu'indépendant sans jamais avoir travaillé en entreprise. Et après, plusieurs fois, je me suis dit qu'il y avait des trucs qui me manquaient. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, à ton avis, des avantages? J'entends des points positifs à partir directement en freelance. Par exemple, le fait que tu n'as pas eu la tentation de t'installer dans le confort d'un salaire assuré ou justement de te spécialiser et faire toujours la même chose, alors qu'en tant que freelance, tu dois directement apprendre plein de trucs qui vont au-delà de ton métier premier. Ouais, moi, je pense que effectivement, c'est assez spécial parce que quand on démarre le freelancing sans cet aspect agence, en fait, il faudra tout apprendre. C'est-à-dire, il faudra apprendre à la fois son propre métier, ses propres compétences de base. On en a forcément, on a une base solide de 60 à 80% du web design, par exemple. Mais les 20% restants, il faudra les apprendre soi-même. Alors qu'en agence, on est à 100%. Et bien, effectivement, en apprenant ces 20% restants, mais aussi en apprenant tout le reste, en fait, on est dans une logique et on a un cerveau qui se déformate. Voilà. On est vraiment sur un cerveau libre où il faut essayer d'apprendre tout de suite, tout le temps. Il faut être tout le temps ouvert à chaque opportunité. Et effectivement, je pense que ça peut être une force à ce niveau-là, parce qu'on reste constamment ouvert à de nouvelles opportunités. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, oui, ça fonctionne de cette manière-là. Ok, c'est intéressant. Alors, si on se remet à la place de Johan il y a 4 ans, si j'ai bien compris, tu avais 24 ans? Oui, je crois que c'est le cas, oui. J'avais 24 ans. Tu dois trouver tes premiers clients. Comment tu fais? Alors, il y a 4 ans, je parle bien il y a 4 ans, parce que c'est plus exactement la même chose aujourd'hui. Il y a 4 ans, moi, c'est simple, je connaissais pas trop le freelancing, parce que c'était, en tout cas en France, je sais pas trop en Suisse romande, mais en France, c'était pas trop le cas. En fait, il n'y avait pas trop de tips ou de sites qui parlaient de freelancing. Il fallait plutôt se débrouiller tout seul. Mais par contre, il existait des plateformes de freelancing, comme par exemple Malte, Coder.com, Graphiste.com. Ça existait déjà il y a 4 ans. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai découvert Coder. Voilà, je connaissais rien. Aujourd'hui, Coder, je connais par cœur dans le principe Graphiste.com et tout ça. Je connais en fait le fonctionnement de ces plateformes-là. Des plateformes qui mettent en relation des clients et des prestataires, donc des freelances. Mais à l'époque, je ne connaissais pas du tout et je me suis dit, waouh, c'est génial, je vais tester. Et du coup, je suis allé sur Coder.com et en fait, c'est là-dessus que j'ai trouvé mes premiers clients. Parce que c'est simple, Coder.com, c'est en fait une plateforme pour freelance, mais une plateforme pour développeurs. Moi, je ne suis pas développeur, je suis graphiste. Mais le truc, c'est que il existait graphiste.com, il y avait beaucoup trop de concurrence. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé sur Coder.com où je récupérais tous les clients qui se perdaient. C'est-à-dire que des clients qui cherchaient du développement, et il y en avait d'autres qui arrivaient sur Coder.com en demandant des logos, du graphisme, des vidéos en motion design. Et bien du coup, j'étais quasiment un des seuls sur la plateforme à pouvoir répondre à leurs besoins. Parce que
j'étais dans un endroit où il y avait quasiment pas de concurrence avec d'autres graphistes. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. C'est super intéressant. Si je veux souligner ce principe, c'est que peut-être mieux vaut être un endroit où il y a moins de monde, il y a moins de trafic, mais il y a surtout moins de concurrence. On va plus ressortir du lot. Et c'est vrai pour toutes les plateformes, n'est-ce pas? Ouais, c'est un peu le cas. J'aime bien cette image, je la sors tout le temps à mes clients. C'est l'image du kebab. Vaut-il mieux mettre un kebab dans la rue où il y a tous les kebabs ou ailleurs où il n'y a personne, où il n'y a aucun kebab? La logique voudrait qu'on le mette là où il n'y a personne. Mais non, parce que c'est toujours mieux de mettre le kebab dans la rue passante. Parce que si on arrive à trouver un élément de différenciation, c'est là où on va pouvoir quand même sortir son épingle du jeu. Mais, petite subtilité par rapport à ce qu'on est en train de dire actuellement, c'est que le kebab, ok, mais tu vas pas exploser. C'est sûr que dans une rue passante, si tu as déjà 15 000 concurrents, ça sera ok, tu vas être dans la norme, mais tu vas pas pouvoir exploser. Par contre, si tu fais une bonne étude de marché, tu auras la possibilité, si tu fais la bonne étude de marché au bon endroit, et que tu mets ton kebab où il n'y avait personne, potentiellement là, ça peut exploser parce que tu vas tenter quelque chose de nouveau. Hier, justement, j'avais encore vu une vidéo sur l'histoire d'IKEA. C'était un peu le même principe, c'est que toutes ces grandes entreprises aujourd'hui qui ont explosé, c'est des gens qui ont créé des choses novatrices. Effectivement, si tu fais comme les autres, tu peux être dans la moyenne et avoir un business qui tourne. Mais si tu lances des choses novatrices, ça peut ne pas marcher du tout. Mais si jamais ça marche, ça peut potentiellement exploser parce que justement, tu as touché un besoin dont les gens avaient besoin, tout simplement. Très intéressant, ouais. Après, l'avantage du digital, c'est que contrairement au kebab, tu dois choisir un endroit. Le digital, on peut se permettre, bien que ça coûte du temps et des énergies, de tester plusieurs plateformes à la fois et voir à laquelle prend. Exactement. C'est ce que j'ai fait. Par exemple, j'étais sur Malte. Depuis le début, j'ai fait Codeur.com, je pense, Malte et encore une autre plateforme. Et bien, c'est simple, Malte, je n'ai jamais eu aucune mission. Donc, j'étais là depuis le début. Et alors que Codeur.com, finalement, c'est ça qui m'a permis de me lancer. Parce qu'en plus de ça, j'ai pu avoir mes premiers clients. Mais je crois que j'ai utilisé Codeur pendant environ un an et demi maximum. Pendant un an, j'étais vraiment focus là-dessus. Et au bout d'un an, j'ai commencé à développer d'autres formes de démarchage client. Mais c'est surtout que ça m'a permis en fait de développer aussi mes propres compétences, à la fois comment gérer sa relation client, comment communiquer avec le client, comment me vendre, comment créer une stratégie. Et en fait, au fur et à mesure des demandes des clients, et quand les clients eux-mêmes te disent « Ah, je t'ai choisi parce que ta description et les projets que tu as faits sont largement supérieurs aux autres », eh bien, à un moment donné, ça fait plaisir parce que justement, je testais. Cette plateforme me permettait de tester en fait des sortes d'approches marketing et stratégiques, même si c'était à mon niveau il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, je pourrais aller beaucoup plus loin. Mais dans le principe, ça permettait justement de jouer un peu avec tout ça. Et du coup, c'est ça que la plateforme m'a permis, véritablement. Alors, quels sont certains enseignements que tu as appris à l'époque qui sont transposables aujourd'hui? La façon dont tu te présentais, ton accroche, comment tu négociais ou échangeais avec tes clients? Quels sont les 2-3 quick wins que tu pourrais nous donner? Alors déjà, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que tout va changer en fonction de la plateforme, de la manière de démarcher. Forcément, si on démarche sur une plateforme pour freelance, c'est pas le même principe que sur LinkedIn. Par exemple, une plateforme pour freelance, c'est le client qui poste par exemple une annonce et dans ce cas-là, on va être parmi une vingtaine d'autres graphistes, avoir juste une description et peut-être quelques petits projets. Et la personne va choisir, voilà, des fois en fonction du tarif, en fonction de la description, en fonction des projets. Alors que par exemple sur LinkedIn, c'est du freestyle dans le principe. Ça veut dire que potentiellement, on peut rentrer en contact avec une nouvelle personne qui va entrer dans notre réseau. On va commencer à parler avec cette personne. La stratégie est totalement différente. Par contre, ce qui fonctionne toujours, c'est l'empathie, montrer son expertise, montrer son côté humain, montrer ce qui nous est possible de faire et surtout ce qu'il est possible pour nous d'accomplir pour l'entreprise en face. Et c'est ça le plus important et c'est ça qui est toujours transposable aujourd'hui. C'est que le client, il a un besoin. L'objectif, c'est qu'avec tes compétences et ton expérience, tu puisses répondre à ce besoin, puisque on va parler d'argent, mais c'est tout le but de l'entrepreneuriat. C'est que la personne, si elle est là, si l'entrepreneur est là, c'est pour gagner plus d'argent grâce à toi. Donc, montre-lui que grâce à ton expertise et tes compétences, tu vas pouvoir lui faire gagner plus d'argent que ce que tu vas lui coûter, tout simplement. Mmh. Donc en fait, donne-lui ce qu'il veut vraiment, parce que ce qu'il veut vraiment, c'est pas forcément un logo, un site web ou une application, mais c'est le bienfait ou les avantages qu'il va tirer de ce qu'il te demande, en fait.
C'est inconsciemment, c'est totalement ça. Par exemple, un logo, bien entendu, on va pas penser ah tiens, le logo il va me faire gagner de l'argent. Mais inconsciemment, si, bien entendu, toutes les actions que l'on va réaliser quand on est prestataire, ça fait gagner de l'argent à nos clients. Même si c'est par exemple juste la gestion client ou une vidéo qui va coûter des milliers d'euros avec très peu de retombées, eh bien, ces petites retombées à l'origine, peut-être qu'elles peuvent apporter de la fidélisation sur le long terme et effectivement quand même être compensées. Donc c'est pour ça que oui, il y a toujours un rapport à cet argent-là. Il faut juste que quand on n'a pas ce tabou sur l'argent, là, il n'y a pas de souci. Et du coup, on fait tout simplement les choses. Voilà, on sait qu'on doit les faire pour développer notre activité. Voilà. Là, c'est le but principal. Le logo va faire développer l'activité. L'identité graphique va faire développer l'activité. Créer un site internet, avoir de l'acquisition client avec du référencement, aller sur les réseaux sociaux, etc. Ça va développer l'activité tout simplement. Tu parlais, je te remercie beaucoup, c'est top la valeur que tu délivres. Tu parlais d'empathie et je pense que c'est un mot-clé qui est souvent utilisé mais pas assez compris. Comment est-ce que tu définis l'empathie et concrètement, est-ce que tu as une ou deux erreurs typiques que tu vois, des manques d'empathie de la part de freelance? Alors après, il y a deux manières de gérer l'empathie. Il y a la manière, on va dire, un peu la véritable empathie. Ça veut dire vraiment comprendre son client parce qu'on est comme ça, on est bienveillant. Et il y a la partie un peu négative que j'aime un peu moins, c'est le côté un peu charlatan. Voilà, je suis commercial, je vais avoir un discours extrêmement charlatan qui va paraître effectivement empathique, voilà, dans la discussion, mais on sent qu'au niveau du ton, c'est très mielleux, c'est très, voilà, on sent que c'est pas véritable finalement. Mais ça marche, hein, aujourd'hui, on le voit bien avec beaucoup de commerciaux ou autres, ça fonctionne. Mais déjà, selon moi, je préfère un peu le côté réel, c'est vraiment, on est empathique, mais réellement, moi, je sais très bien que mes clients vont payer mes prestations, etc. Mais moi, c'est pas ce qui m'importe le plus. Avoir 10% de chiffre d'affaires en plus, moi ça m'intéresse pas plus que ça. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment d'avoir des projets avec des clients fidèles sur le long terme avec qui je peux avoir des beaux projets. Et l'empathie c'est tout simplement de se dire ok, j'ai un client, il a un besoin ou même des problèmes, comment est-ce que je peux régler ces problèmes pour qu'il soit mieux à la fois dans sa peau et dans son business. Par exemple s'il a je sais pas moi, une boutique en ligne, si par exemple ce sont c'est les photos de ses produits qui ne sont pas tout simplement adéquates à la vente, par exemple en ligne, eh bien je vais dire voilà, je vais te proposer, écoute, en fonction de ton budget, le mieux c'est potentiellement de refaire les images de ta boutique en ligne, parce qu'en refaisant tes images, tu vas permettre d'augmenter ton taux de conversion sur la boutique. Et donc, effectivement, il y a un rapport à l'argent, mais derrière, le côté empathique, c'est vraiment de, voilà, j'ai envie d'aider. Franchement, j'ai juste envie d'aider. J'ai envie d'aider mon client pour que son business aille mieux et pour qu'il puisse se développer, parce que c'est un bonheur quand même. Finalement, on est un peu une partie du business de son client. Et en fait, en étant empathique et en aidant son client, eh bien, on remplit à la fois son propre portfolio et en plus, on apprécie le projet. C'est pour ça que ça fait toujours un peu mal si, par exemple, un jour, il y a un client qui disparaît du jour au lendemain, un client avec qui on a bien travaillé, et on peut très bien se dire, ah mince alors, maintenant, il y a plus de collaboration avec ce client avec qui j'ai fait des merveilleuses choses. Et c'est là où on se rend compte que le côté empathique, c'était ça. C'était être ancré finalement dans le projet du client, comme si on était avec lui. Excellent, excellent. Si je comprends bien, si on arrive à manifester l'empathie à tel point qu'elle est ressentie par le client, il va voir qu'on s'implique comme des partenaires et pas juste comme un prestataire. Pour moi, en fait, dès que je discute avec des clients, je leur dis bien, alors je pose les choses tout de suite, nous sommes des collaborateurs. Effectivement, il y a un contrat, mais nous sommes des collaborateurs parce que il y a plein de types de clients différents. On a les clients qui vont dire, écoutez, voilà, je vous ai payé, vous faites ce que vous avez à faire, c'est vous les experts. Ok, donc c'est nous qui nous occupons de tout. À l'inverse, on peut avoir des clients, bon, écoutez, est-ce que vous pouvez faire ça, 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 ah, j'aime pas comme ça, j'aime ci, ça, ça. Et quitte à justement ne pas correspondre à leur propre cible ou leur propre persona et à faire les choses à leur manière, alors que voilà, c'est une personne qui peut avoir 50 ans et qui vise des jeunes filles de 20 ans. Ça marche pas du tout. C'est pas du tout la même cible. Eh bien, dans ce cas-là, eh bien forcément, ça a changé totalement entre ces deux clients-là. Eh bien, l'empathie et justement cette gymnastique-là, elle se fait en fonction du client. En fonction du client, en fonction de comment il va réagir, on va avoir une empathie un tout petit peu différente. Voilà pourquoi c'est vraiment idéal de travailler avec des clients qui pour nous sont idéaux parce qu'on n'aura aucun effort à manifester de l'empathie parce qu'il y aura un feeling en fait. Les clients idéaux, c'est exactement ça.
Ça, c'est un truc sur lequel on pourra revenir. Fais gaffe parce qu'avec moi, l'interview, elle pourrait durer 3 heures. Mais peut-être revenir un peu au début parce que tu as dit un truc que je pense que beaucoup d'indépendants, freelance, prestataires, on va dire, ressentent ça. C'est ce sentiment d'être comparé à, OK, je suis dans un appel d'offres, on est 10 à répondre. Ben, on va me comparer quoi sur le prix, sur le délai. Comment on fait à se rendre unique pour que le client, s'il nous aime, c'est avec nous qu'il veut travailler, peu importe les autres caractéristiques de notre offre? Personnellement, j'aime pas du tout ces appels d'offres, ce qui est assez contradictoire puisque sur Codeur, c'est que ça finalement. Ouais, les appels d'offres, j'aime pas du tout ça parce que je pars du principe qu'on est un peu considéré comme des boîtes de conserve dans un supermarché. C'est que voilà, choisir quoi? Le meilleur emballage, le produit le moins cher, celui qui est un peu entre les deux, le bio, ce genre de choses. Et j'aime pas trop cette histoire-là. Je préfère, c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'en a pas encore parlé, mais je démarche essentiellement avec du réseautage et du physique. Donc j'ai de moins en moins cet aspect de compétition avec mes clients. Mais effectivement, comment sortir du lot du coup s'il y a compétition? Première chose, rester soi-même, tout simplement. Voilà, on a une particularité, on a une personnalité, c'est rester soi-même. On ne peut pas nier sa propre nature d'une certaine manière. Et sa nature, elle se projette également sur son propre business. Et donc dans ce cas-là, je trouve qu'il est important de rester soi-même, ensuite de montrer surtout son expertise. Et en plus de ça, essayer, si on y arrive ou si on peut le faire, qu'est-ce qu'on peut apporter aux clients. Mais toujours, ce que je dis, surtout à mes apprenants quand je suis en formation, c'est essayer de prolonger, aller plus loin. Si par exemple l'appel d'offres te demande d'aller à 100%, va à 110, va à 120%. Parce que ces 20%-là, si tu les prends tout seul, ok, c'est peut-être du gratuit que tu offres. Moi, j'aime pas offrir du gratuit comme ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est offrir du gratuit dans une prestation, à l'intérieur. Parce que tu offres justement une valeur commerciale, voilà, il y a un début de collaboration qui va avoir lieu. Dans ce cas-là, je t'offre également un petit cadeau de bienvenue. Et c'est uniquement quand je serai bienvenu que tu auras un cadeau. Dans ce cas-là. Donc c'est vraiment ça, c'est aller un peu au-delà, voilà, expertise, rester soi-même et répondre aux besoins et donner potentiellement un peu plus de sa valeur, aller un peu plus loin, une prolongation tout simplement de l'offre. Excellent. Donc si on se situe dans la phase d'offre, donc avant de décrocher le mandat, alors être soi-même, je pense que c'est essentiel. De toute façon, si on fait croire qu'on est quelqu'un d'autre et vraiment on arrive à le faire croire, donc le client il le croit, bah après pendant la prestation ça va ressortir, donc la collaboration elle sera de mauvaise qualité. Donc à quoi bon être soi-même? Par contre, comment est-ce que tu peux concrètement, comment un graphiste ou un autre prestataire de service, il peut démontrer son expertise avant de décrocher le mandat? Tout ça, ça se ressent déjà à la parole, ou du moins à l'écrit. C'est que ça se remarque rapidement quelqu'un qui a de l'expertise ou non. Par exemple, là, je suis en collaboration avec une graphiste qui est Print. Eh bien, elle a un aspect un peu moins stratégique, beaucoup plus créatif. Et en fait, à ce niveau-là, eh bien, c'est simple. Je vois un peu les côtés qu'elle a, on va dire, de meilleurs que les miens. Voilà, le côté créatif et tout ça. Et au niveau stratégique et au niveau de l'expertise, je vois aussi les différentes manières qu'on est en train de gérer justement le même client. Et en fait, c'est finalement juste la parole, la posture, tout ce qu'on a à dire au client, répondre au tac au tac, ce genre de choses, avoir des bonnes solutions, répondre. Si par exemple le client vient et nous pose 15 000 questions, si on arrive à contre-argumenter les 15 000 questions qu'il est en train de poser parce que voilà, il se dit mince, oui, j'ai besoin d'une boutique en ligne, j'avais un client, je vais donner un exemple concret pour comprendre, dans le web design. Quand on a une boutique en ligne, on peut choisir différents types de CMS, c'est des types de boutiques, on va dire. Eh bien, nous, on avait un client qui avait besoin d'un WooCommerce, parce qu'un WooCommerce permet d'avoir jusqu'à 300 articles. Eh bien, cette personne-là avait un Magento. Un Magento, c'est beaucoup plus complexe et c'est généralement une boutique qui a minimum 10 000 articles. C'est du mastodonte. Et c'est simple, le développeur à l'origine leur avait vendu un Magento. Donc un Magento, c'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus coûteux sur la durée, beaucoup plus coûteux pour le mettre en place. Et du coup, ça demande beaucoup plus d'articles, ce dont finalement c'est la seule, on va dire, c'est la seule donnée importante, c'est les articles, voilà, qui fait de choisir plutôt WooCommerce ou Magento. Eh bien, eux, ça ne servait à rien. Eh bien, comment réussir à faire comprendre au client qui est totalement sceptique qu'il lui faut un WooCommerce? Il a 99% d'avantages à passer sur un WooCommerce plutôt qu'un Magento,
juste parce que certainement ils ont dépensé peut-être 10 000 euros dans ce Magento et ils n'imaginent pas finalement que revenir en arrière et recréer le site de zéro, ça sera moins cher que de continuer de modifier le site actuel qui est en Magento. Donc l'expert, il a quoi? Il a cette posture de OK, il pourra répondre à toutes les questions et rebondir à chaque fois sur ce qui va être dit de manière intelligente, réfléchie, sans que le client soit en fait perde la confiance tout simplement du prestataire. C'est la confiance du prestataire ce qui est très important, c'est montrer ton expertise et montrer justement que le client ne va pas perdre cette confiance parce qu'il sent en fait que tu es expert dans ton domaine. C'est hyper important. Sans confiance, il n'y a pas de vente, mais on ne peut pas inspirer confiance si on n'a pas confiance en nous-mêmes. Donc, ce qui est quand même sous-entendu, c'est que pour montrer notre expertise, surtout si c'est en irréel, en personne, lorsqu'on rencontre physiquement le client, il faut travailler sur la confiance en soi, il faut travailler sur le syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Ces gestes qui nous trahissent, peut-être on peut être compétent, mais si le gars il dit mais je dois mettre sur la table X milliers, puis mon prestataire il sait même pas ce qu'il dit, alors qu'il sait mais il donne cette impression, c'est déjà perdu quoi. Est-ce que toi tu as des petites astuces pour développer la confiance en soi lorsqu'on débute et on est soit timide ou voilà, on n'est pas très confiant en soi? Alors après, je pars du principe que ça, on ne peut pas y répondre parce que c'est propre à chacun. Et je vais donner juste ma vision en tout cas, c'est que de mon côté, je ne sais pas pourquoi, mais je fonce. Voilà. C'est un de mes traits de personnalité, c'est qu'en fait, je pars du principe que la perfection, de toute façon, c'est juste une ligne directrice, mais ce n'est pas un but à atteindre, puisque la perfection n'existe pas, on ne peut pas l'atteindre. Donc je me dis, quand je crée quelque chose, j'ai la perfection en ligne de mire, je vais à 90-95%, et dès que j'y suis, dès que je sais que, on va dire, le rapport temps-qualité ne sera plus intéressant, j'arrête, voilà, j'ai fait un beau taf, je sais très bien que j'aurais pu aller encore plus loin, mais à l'infini, et voilà, le taf est fait, il est bon, il est fonctionnel, il est créatif, tac, j'envoie. Eh bien, c'est ça en fait, c'est qu'à un moment donné, peut-être que je casse justement ce lien à ce moment-là, à un moment précis, où finalement ça me permet d'enchaîner justement les missions, les choses qu'il y a à faire. Et effectivement, pour développer cette confiance en soi, moi par exemple, c'est tout simplement ça. C'est de me dire, je lance un projet, je l'arrête au bon moment, je passe au suivant, mais je me pose même pas de questions. Ok, la première fois qu'on m'a demandé un site internet, je savais pas faire un site internet, ou du moins, je le sais, je le savais, puisque je l'ai appris en cours, mais je l'ai pas fait réellement. Et je me suis rendu compte que la moitié que j'ai appris la moitié juste avec ce projet-là par rapport à ce que j'ai fait en cours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis juste dit, non, c'est quand même à ma portée. Voilà, j'ai des bases, c'est le plus important, les bases, comme je l'avais dit avant. Mais je sais très bien qu'une fois que je vais commencer cette prestation-là, j'aurai les capacités et les moyens, tout simplement, de répondre à la demande. J'ai juste besoin de chercher. Si on me demande, fais ce site internet, et bien dans ce cas-là, je vais apprendre, je vais m'inspirer d'autres sites internet, je vais m'inspirer d'autres créateurs, je vais voir sur les forums, etc. Ok, à l'origine, je ne savais pas le faire, mais j'ai appris à le faire pendant le projet parce que je savais que je pouvais le faire. Par contre, moi par exemple, je ne suis pas développeur. Si demain on me demande de développer un site avec du code, là effectivement, ça sort en dehors de mes compétences. Donc là, la confiance en soi, il faut faire attention. Il ne faut pas aller dans le risque non plus. Tu dois rester dans tes compétences à toi. Tu sais que tu vas pouvoir t'améliorer dans ces compétences-là, mais par contre ne va pas en dehors de ton propre métier, parce que c'est là où justement ta confiance en soi pourrait être altérée, puisque là tu vas dire mince, je suis une merde, je suis nul et tout. Non, c'est juste que n'oublie pas, c'est pas ce que tu savais faire. Donc la confiance en soi, c'est partir dans ce que tu sais faire, mais te dire que tu as toujours une part d'apprentissage et fonce, franchement fonce. De toute façon, au pire, tu apprendras, c'est tout. Excellent, c'est des bons points, hein. Dans la première partie de ta réponse, j'ai l'impression que tu parles finalement d'éviter le perfectionnisme. Je pense que le perfectionnisme, c'est un défaut en réalité. Donc, quand c'est suffisamment bien, fait est mieux que parfait. Et on peut aussi se dire que de toute façon, la personne qui te demande de l'aide, elle sait moins que toi. Donc, quoi que tu fasses, quoi que tu vas livrer, ça sera mieux de ce qu'elle aurait eu si tu n'étais pas là. Donc, tu lui apportes de la valeur. Et si on se dit, si au lieu de voir le client, on voit notre oncle, notre grand-père ou notre grand-mère qui a déjà confiance en nous et qu'on va lui apporter de la valeur, essayons de visualiser la personne comme quelqu'un qui a besoin vraiment de nous, parce que c'est le cas. Exactement. Je vais juste rebondir là-dessus justement.
quand tu parles d'une personne qui est moins forcément calée que toi. Pareil, c'est aussi de la confiance en soi. C'est que des fois, ça arrive. Ton client n'est pas forcément plus calé que toi, mais il est plus calé que toi sur certains domaines. Par exemple, s'il te demande un site internet, toi, tu connais un petit peu, c'est là qu'il va commencer à te parler d'éléments spécifiques, voilà, de containers, de code, de responsive, etc. Waouh, ça peut-être que tu ne le connais pas. Eh bien, dans ce cas-là, ne tombe pas justement dans le piège de dire effectivement, il faut être authentique, mais ne déballe pas tout. Ne montre pas tes faiblesses à ton client, parce que sinon, ces faiblesses-là, il va appuyer dessus. Et c'est justement là où on va dire, la collaboration peut être compromise. Non, dès qu'il y a un élément que tu ne connais pas, c'est comme ça que fonctionnent les professeurs d'ailleurs. J'ai des amis professeurs au collège, au lycée, à chaque fois ils me disent voilà, c'est ce qu'il faut. Si un élève connaît un sujet mieux que le prof, ce qui est possible, hein, si un élève est spécialiste de Deuxième Guerre mondiale par exemple, eh bien potentiellement le prof pourrait ne pas être aussi calé. Eh bien, si jamais le prof ne connaît pas la réponse, il va dire pas de souci, je vais chercher. Mais ça reste une autorité, un expert. Toi, c'est pareil. Si à un moment donné, il y a un élément que tu ne connais pas, tu ne vas pas dire « Oh mince, je ne connais pas, racontez-moi » ou autre. Non, non, reste pro. « Ah oui, effectivement, d'accord, j'ai cette information. Bah, écoutez, je regarderai de mon côté, aucun problème. » Voilà. On reste pro parce que justement, ça sera un point de confiance supplémentaire pour le client, mais aussi pour ton estime de soi à toi. Parce que si tu commences à montrer des faiblesses, ton client va appuyer dessus, toi tu vas avoir de plus en plus peur et en fait le syndrome de l'imposteur va apparaître à ce moment-là parce que tu vas dire mince, je suis vraiment un imposteur parce que je ne connais pas ça. Non, tout le monde va connaître tout. On apprend au fur et à mesure du temps, c'est juste qu'il faut une posture, une manière d'appréhender justement des choses qu'on ne connaît pas et tout simplement tu vas apprendre. Voilà. Après l'échange, tu vas tout noter, tu vas chercher sur internet et tu vas apprendre les choses que tu ne connaissais pas. Excellent conseil, celui de reconnaître ses propres limites, c'est une marque de sérieux, de professionnalisme et ça augmente la confiance parce que je me dis, ah bon, bah, il ne savait pas, mais il sait le reconnaître, il le reconnaît tranquillement et il est disposé à apprendre. Donc, je sais que si ça arrive de nouveau, il me dira la vérité à l'avenir. Ça, c'est top, top. En tant que client, hein, je dis. Donc, on disait, donc, tu as trouvé tes premiers clients sur ces plateformes, mais avec le temps, tu as changé de stratégie, tu t'es dit, il faut que je fasse une démarche il faut que je monte en gamme, si je peux me permettre, en faisant du réseautage. Donc, quelle est la stratégie gagnante que tu as aujourd'hui? Alors, oui, c'est clair que pour faire l'historique, Codeur.com, par exemple, qu'on se le dise, hein, quand tu dis monter en gamme, c'est clairement ça, hein, parce que Codeur.com, c'est des clients low cost. Du coup, ça m'a permis d'avoir énormément de projets qui coûtaient peu cher. Alors, finalement, au niveau du rapport qui a été pris, c'était pas si déconnant que ça, parce que c'était peut-être des tarifs qui étaient moins chers, mais du coup, c'est des prestations qui étaient aussi moins complexes. Mais plus j'avançais, voilà, je me suis mis en collaboration avec mon développeur, parce que finalement, des fois, il y avait des clients qui demandaient des sites internet. Au fur et à mesure, je faisais les sites avec mon développeur, et puis, plus on a avancé, plus on commençait à trouver des personnes en vrai, voilà, avec des apéros entrepreneurs, avec du petit réseautage. Mon développeur, du jour au lendemain, il est allé dans un BNI. Je pense que tu connais peut-être le principe d'un BNI parce que c'est international. BNI, ouais, c'est du réseautage d'affaires très structuré avec des rendez-vous une fois par semaine. J'ai jamais fait partie, mais je connais, ouais. Ah, exactement, c'est ça. Un BNI, en fait, lui, ça lui a permis véritablement de faire grimper son business. Je pense qu'il a bien 40% de son chiffre d'affaires. Je pense que ça provient de contacts du BNI, justement. Et justement, c'est ça. C'est aujourd'hui, ma méthode à moi, c'est uniquement du réseautage physique. Voilà, c'est que ça. À travers le BNI de mon partenaire et les apéros entrepreneurs et du réseautage physique, en fait, c'est vraiment, voilà, on se parle le mot, voilà, on est en collaboration avec les bonnes personnes qui connaissent d'autres bonnes personnes. Et on le voit très bien, aujourd'hui, on a 2-3 collaborateurs avec qui on est en contact, qui nous envoient des clients de temps en temps. Voilà. Tous les 3 mois, il y a telle ou telle personne qui nous envoie un client. Voilà, il y a un client. Nous, on est une grande agence. Voilà, on ne peut pas s'occuper de ce client, il est trop petit. Et bien dans ce cas-là, tiens, on te le donne. Voilà. Donc en fait, on est du coup en collaboration avec des très grosses agences qui ont des prix pharaoniques, mais du coup qui sont plus petits, et bien on a la possibilité justement de servir de backup en ayant ces clients-là. Alors, on a eu une petite coupure à cause de mon ordinateur, mais on parlait de réseautage et c'est très intéressant parce qu'une question que je pose souvent, après on reviendra sur ton parcours, c'est en réseautage, tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, comment tu te présentes, quelle phrase tu utilises afin d'être mémorable? Alors,
déjà, il y a deux types de réseautage. Tu as le réseautage qui va être par exemple les apéros entrepreneurs où là, effectivement, ça va être des personnes que tu ne connais pas. Voilà, tu n'as pas eu de point de contact. Donc, on peut juste rapidement parler de client froid, client chaud. Quand tu as un client froid, c'est une personne que tu n'as jamais contactée, avec qui tu n'étais jamais en contact. L'objectif, c'est que plus tu as de contact avec cette personne, plus tu la réchauffes. Donc, plus tu lui donnes de confiance et plus la personne sera potentiellement enclin à faire appel à tes services. Par exemple, quand tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu, c'est un client froid. Une personne qui a eu un email, qui a vu une pub, qui a vu une vidéo YouTube et qui t'a vu en vrai, c'est une personne qui est très chaude en comparaison. Eh bien, pour des personnes qui sont par exemple en client tiède, ça veut dire « Ah tiens, il y a telle personne qui m'a parlé de toi, donc je viens vers toi pour parler de prestations ». Là, c'est déjà un client qui est plutôt, ou un prospect qui est plutôt tiède, parce que potentiellement, un business peut se faire. Donc là, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une phrase d'accroche, puisqu'il y a juste besoin de parler de sa problématique, voilà, de quoi a-t-il besoin, est-ce que j'ai la possibilité de répondre à ses besoins, et ensuite, potentiellement, il peut y avoir un devis qui peut être envoyé dans la foulée. Par contre, le réseautage, on va dire froid, donc des apéros entrepreneurs avec des gens que tu ne connais pas du tout. Là, je t'avouerais que on peut avoir 15 000 stratégies différentes, mais on va dire que le plus efficace, c'est vraiment de rester soi-même. Bien entendu, on peut tester, voilà, un jour, je viens avec des habits un peu jeunes comme ça, et essayer d'attirer l'attention. La fois d'après, je viens en costard. Je vais utiliser telle ou telle technique. Voilà, une fois, je vais être plutôt familier, une fois, je vais être très protocolaire. Mais je pars du principe que, de mon côté, ce qui fonctionne bien, c'est de rester moi-même. Des fois, en fait, je commence avec des blagues, tout simplement. Parce que les apéros entrepreneurs, par exemple, c'est aussi spécifique parce que c'est souvent des groupes de personnes qui sont déjà en train de discuter. Et toi, si tu dois attendre que les gens aient arrêté de discuter avant de rentrer dans le groupe, bah, c'est compliqué ou tu vas attendre 10 minutes. Moi, je sais que généralement, quand je rentre dans un apéro entrepreneur, je ne suis jamais plus de 30 secondes sans parler à quelqu'un. Parce que je m'intègre directement à des groupes. Voilà, je discute. Alors des fois, le groupe, effectivement, peut-être que ce groupe-là, voilà, je vais rentrer, je vais dire bonjour à tous. Ça vous va si je rentre dans le groupe? Il n'y a pas trop de soucis, non? Ou sinon, je sors une petite blague par rapport à ce dont ils étaient en train de parler. Ou j'essaie d'attendre le bon moment pour pas trop les déranger parce que quelqu'un est en train de discuter. Et voilà, c'est trouver tout simplement une manière d'entrer dans la discussion de manière, on va dire, un peu désamorcée, on va dire. Ne pas rentrer de manière abrupte. Bonjour, moi je suis ça. Non, non. Bonjour, je m'intéresse à vous. J'ai peut-être une blague pour désamorcer un peu tout ça, pour rendre le tout familier. Et c'est en tout cas de mon côté ce qui fonctionne le mieux actuellement en réseautage avec des prospects froids, par exemple. C'est cool ça comme truc pour briser la glace, mais certains ils diront ouais mais moi je suis timide, moi je n'ose pas du tout aller arriver avec une blague comme ça. Quel conseil tu donnes à une personne qui se dit ou timide ou introvertie? Alors c'est compliqué parce que moi-même je suis pas forcément timide. Alors bien entendu j'ai aussi des barrières et de me dire ah tiens j'ai pas envie de discuter là. Non, il faut se forcer un peu. Un timide tu peux pas forcément lui dire force-toi parce que justement ça va au-delà de sa propre nature. Moi, ce que je dirais, c'est, comme d'habitude, reste toi-même. C'est qu'en fait, une personne timide, voilà, c'est quoi sa force à sa personne timide? Est-ce que potentiellement, sa force, c'est peut-être d'avoir des habits un peu spéciaux? Peut-être que, je sais pas, moi, c'est d'avoir une petite phrase d'accroche. C'est peut-être uniquement de parler à une seule personne et pas à plusieurs. Peut-être que c'est de demander directement à l'organisateur de l'événement, est-ce que s'il te plaît, tu peux m'incorporer dans un groupe, voilà, pour que ça désamorce aussi un peu cette peur justement du David contre Goliath, un peu de voilà une petite personne avec une masse d'entrepreneurs, voilà, tu es en fait introduit par quelqu'un d'autre. Donc moi je pense que c'est ça qu'il faut faire, il faut trouver des techniques pour quels sont les moyens pour toi de baisser cette timidité sans forcément entrer en contact ou pour que les gens eux-mêmes viennent chez toi. Moi, je sais que par exemple, en apéro entrepreneur, on avait des petites techniques avec mon associé. C'est que personne n'avait des étiquettes ou des cartes de visite. Là, par exemple, là, j'ai ma carte de visite. Eh bien, nous, on l'accrochait tout simplement sur ici, directement, sur la chemise. Ou bien, à un moment donné, j'ai même des gens, c'était assez drôle, qui m'ont même servi de commerciaux dans le principe. Je discutais avec quelqu'un qui n'avait rien à voir avec mon business. Puis cette personne, une fois que je discute avec 2-3 personnes, elle revient vers moi et elle me dit « Hey Johan, regarde, il y a cette personne-là, au fond, regarde, tu vois celle-ci là, cette personne-là, elle a besoin de toi, elle a besoin d'un site internet, va la voir. » Finalement, en discutant avec des gens avec qui, finalement, à la base, il n'y aurait eu aucun business,
ils m'ont rapporté du business parce qu'ils ont servi de commerciaux, entre guillemets, à ma place. Donc, il n'y a aucun temps perdu. Et ça, je le dis parce que c'est arrivé 2 fois. Une fois, c'était une dame qui était dans la santé, qui était infirmière. Elle m'a redirigé vers quelqu'un qui avait besoin de site internet. Et une fois, c'était des gars qui étaient dans le BTP. Et eux, forcément, ben, voilà, c'est des démolisseurs de maisons. Il n'y a aucun intérêt. Mais par contre, ils m'ont dit, voilà, cette personne-là, elle a un e-commerce. Est-ce que tu peux voir s'il n'y a pas moyen de faire un business avec elle? Donc clairement, il y a plein d'astuces comme ça. Dites-vous juste une chose, c'est qu'il faut rester humain, empathique, garder la confiance en soi et trouver des techniques où justement, ok, j'ai une faiblesse, comment compenser cette faiblesse en faisant soit appel aux autres, en mettant en avant un élément particulier. Donc, il faut réfléchir. Pour moi, il faut juste réfléchir et trouver un levier, voilà, qui permettra de discuter avec les autres, qu'on soit timide ou non, tu y arrives, ça c'est sûr. Très, très, très intéressant tout ça. J'aime bien ce côté de se dire c'est pas du tout du temps perdu parce que de toute façon, même si c'est pas aujourd'hui, bah, si tu es mémorable, elle pourra parler de toi ou te rappeler un autre jour pour te parler de quelqu'un d'autre. Et le fait aussi, une très bonne astuce, de se faire introduire par l'organisateur parce que plutôt que se surmonter 100 fois, bah, on peut se surmonter juste une fois que l'organisateur. Mais si c'est l'organisateur qui te présente, ça c'est vraiment jackpot parce que la transmission de confiance, elle est vraiment énorme. Donc ça, c'est une très bonne astuce. Tu parlais d'être soi-même, tu parlais aussi de tester des trucs dans l'habillement, etc. Tout ça, et peut-être encore plus pour un créatif, en tout cas dans ce qui est design, fait partie du personal branding. Et j'ai vu que souvent, toi, sur tes photos de profil, sur ta chaîne YouTube, tu as un nœud papillon. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ah oui, parce que vu qu'on discute, en fait, le nœud papillon écrase quand même un peu. C'est dommage parce que tous mes nœuds papillons sont dans l'autre pièce. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un privilège de t'avoir encore plus authentique. Non, ce n'est pas ça. Ma question, c'est comment on fait à être authentique et ajouter des éléments de personal branding visuel? Est-ce que tu peux très brièvement nous parler de ça, vu que tu es dans le domaine et toi-même, tu le fais très bien? Alors moi, ça me fait beaucoup penser à Dan Noël, justement, qui est également de Suisse romande. Je l'ai vu sur LinkedIn, qui était en contact aussi avec lui. Il faisait partie justement des références d'ailleurs que je regardais avant même de lancer ma chaîne YouTube. Oh, ça me fait très plaisir, ça. Salut Dan, si tu me regardes. Ah bah justement, et il fait partie des infopreneurs, des youtubeurs que je suivais. Et avant même, le personal branding, finalement, je l'ai fait de mon côté sans même regarder des vidéos sur le personal branding, alors que c'est très à la mode justement depuis 2 ans. Et même aujourd'hui, là, il y a plein de gens qui reviennent avec du personal branding en vidéo sur YouTube. C'est assez drôle, alors que ça fait plusieurs années que ça existe, ça fait depuis toujours. Ce qui se passe, c'est que le personal branding, c'est très simple. C'est rester soi-même, mais avoir quand même des éléments caractéristiques et différenciants des autres. Par exemple, si, je sais pas moi, tu as imaginons une fille, une freelance qui adore mettre je sais pas moi, une fleur dans ses cheveux. Qu'est-ce qui l'empêche de mettre une fleur dans ses cheveux en apéro entrepreneur? C'est sa personnalité, ça va être son côté un peu créatif. De toute façon, dès qu'on est en apéro entrepreneur, on est un peu en dehors de la société. On est un peu dans un cercle un peu fermé d'entrepreneurs où justement chacun peut avoir son propre personal branding. Et donc dans ce cas-là, toi, tu as juste besoin de mettre cet élément un peu différenciant. Par exemple, moi, le nœud papillon, je l'utilise jamais à l'extérieur. Mais le nœud papillon, je trouve qu'il me correspond plutôt pas mal parce que c'est un peu mon côté un peu, voilà, un peu droit comme ça. D'une certaine manière, c'est un peu une sorte de mini timidité, mais j'aime bien aussi être un tout petit peu extravagant, par exemple avoir des pantalons de couleur ou des trucs comme ça. Et le nœud papillon en fait partie finalement parce que c'était assez étonnant. Les gens me disaient, waouh, c'est étonnant d'avoir un nœud papillon, ça fait old school. Mais parce que aussi j'ai eu l'avantage de les gagner justement par un Strasbourgeois qui crée des nœuds papillons. Et donc c'est aussi pour ça en fait que j'ai eu les nœuds papillons, parce que quelques mois avant que je lance la chaîne, je les ai gagnés. Et donc je les ai utilisés, mais je trouvais que ça correspondait bien à ma personnalité. Si je devais me définir avec un objet, je pense que le nœud papillon, ça me correspondrait bien. C'est un truc qui peut être plutôt élégant, voilà, créatif et tout ça, mais qui reste assez studieux et tout ça, dans le principe. Cool. Donc tu conseilles, tout en restant nous-mêmes, si ça correspond à qui on est, pourquoi pas de mettre en avant un petit élément qui nous différencie, qui fait qu'on est mémorable, qu'on se rappelle de nous. Exactement, ça peut être ta carte de visite, ça peut être un chapeau, une casquette, ta coupe de cheveux, ça peut être des boucles d'oreilles, ça peut être des chaussures. Par exemple, je connais des gens qui mettent par exemple des Stan Smith ou des Converse de couleurs différentes. Juste ça, des fois, tu rentres dans un groupe,
la personne, je sais pas, la personne, elle voit tes chaussures, elle va te dire, mais c'est trop étonnant, tu as deux chaussures de couleurs différentes. Et ensuite, c'est comme ça que la conversation va être relancée, tout simplement. Ok, super. Un grand merci. On peut parler peut-être de l'histoire de ta chaîne qui s'intitule Pour toi freelance. Est-ce que tu peux C'est ça. expliquer comment l'idée t'est venue, l'historique de cette chaîne? Voilà. Bah écoute, avec plaisir. Alors, c'est très simple. Pour toi freelance, on va dire l'élément déclencheur de pourquoi j'ai lancé cette chaîne, outre le fait qu'en fait j'adorais YouTube. Moi, ça fait depuis des années que je suis YouTube. Je suis voilà, tous les youtubeurs francophones et tout ça. Je suis à mort. Et je me suis toujours dit, j'ai envie de me lancer sur YouTube, mais je ne sais pas quel sujet aborder. Et effectivement, jamais eu de sujet spécifique à aborder. Puis un jour, je me suis lancé en freelance. J'ai commencé pendant un an et demi à apprendre plein de choses, à faire plein de choses. Et progressivement, en fait, mes amis ou des gens que je connaissais commençaient à se lancer en freelance. Et finalement, ils me posaient des questions. Comme si moi-même, pourquoi est-ce que moi j'ai plus de réponses que eux, finalement? Ils me posent des questions, je vais chercher sur Internet où je connais la réponse, je leur réponds. D'autres freelances me demandent exactement la même question. Et à un moment donné, quand je réponds 5 fois la même question, je me dis, mince, il n'y a pas une manière d'automatiser un peu tout ça, de répondre un peu à tout le monde. Et je me suis dit, mais attends, en voyant justement, je crois, Dan, je ne sais plus si je l'avais vu à ce moment-là ou un peu après, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais vu des sortes d'infopreneurs, un peu comme Olivier Roland, je ne sais pas si tu connais aussi un peu. Oui. Olivier Roland, j'avais vu, je me suis dit, mais en fait, ces gars-là, ils font des vidéos sur l'entrepreneuriat. Moi, le freelancing, quand j'y réfléchis, j'ai plutôt pas mal de choses à dire, puisque finalement, c'est mon expérience que je partage. Je me dis, pourquoi pas répondre aux gens de manière massive avec des vidéos YouTube? Et en fait, c'est de là qu'est venue l'idée, justement, de me dire, tiens, je vais lancer tout simplement une chaîne YouTube où je vais répondre aux freelance avec ma propre expérience. Et donc, c'est comme ça que c'est parti, tout simplement. Alors, la question que j'aimerais te poser, les deux dernières questions. Est-ce que si tu pouvais revenir en arrière de X années, je te laisse définir qu'est-ce que sera ce chiffre X, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au toi de l'époque, ou qu'est-ce que tu ferais différemment? Quelle erreur tu éviterais? Alors, je pense qu'au niveau de mon parcours, généralement, mon parcours, je le définis comme du flow. C'est que c'est pas forcément ce que je conseille à tout le monde, hein. C'est que finalement, c'est les actions du quotidien et les différentes actions qui vont arriver sur mon chemin qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et d'une certaine manière, je ne changerai pas forcément quelque chose, puisque finalement, c'est tout ce flow-là qui m'a permis d'arriver là. Voilà, au lycée, je ne savais pas quoi faire. Finalement, j'ai suivi un pote qui voulait faire de l'art plat. J'aimais pas l'art plat, je suis allé en design. Ensuite, j'ai appris le design graphique. Je suis parti en multimédia parce que je me suis dit, on est quand même dans le digital aujourd'hui, ça fonctionnera mieux. Ensuite, j'ai voulu être embauché dans des agences, ça n'a pas marché, mais un client m'a contacté par hasard parce que j'avais laissé une signature. Et dans ce cas-là, j'ai pendant 6 mois bossé en CDD alors que j'étais totalement autonome, donc en tant que freelance. Et ensuite, ça a lancé le freelancing. Donc, avec un parcours comme ça, il n'y a pas d'intérêt pour moi de changer quoi que ce soit parce que finalement, je ne vois pas comment j'aurais pu faire mieux, en tout cas à l'époque, dans le principe. Parce qu'il faut toujours apprendre au fur et à mesure. Par contre, moi, ce que je conseille aux gens, c'est que si par exemple, tu apprécies le freelancing, l'entrepreneuriat et tout ça, si tu as une passion pour ça, n'hésite pas à regarder justement des ressources qui te permettront en fait de prolonger justement des connaissances. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que quand on est freelance, c'est pas comme quand on est salarié. On n'a pas juste une compétence de base, par exemple le web design, point. Quand on est freelance, on doit également savoir faire du marketing, de la relation commerciale, discuter avec ses clients, être sympathique, de la gestion de l'administratif, la compta, la trésor, enfin, plein de choses qui paraissent pas très sexy comme ça, mais c'est un tout. Et en fait, ça, il faut s'y intéresser dès le début, parce que sinon, on comprendra pas les enjeux. Et au contraire, c'est un peu ce qui détruit un peu le marché du travail du freelancing. Parce que si on a énormément de prix très bas dans le freelancing aujourd'hui, parce qu'il y a plein de nouveaux en fait qui comprennent pas justement tous les tenants et les aboutissants de l'entrepreneuriat. 2 ans plus tard, ils meurent, mais pendant 2 ans, ils ont quand même favorisé justement cette baisse de prix du marché. Donc c'est pour ça, dès le début, il faut être conscient de tout ça. Ça, c'est très intéressant, hein, ce phénomène. C'est-à-dire que chaque indépendant qui se lance, il a sa part de responsabilité sur comment le marché va bouger. C'est très, très intéressant, ça. Et justement, puisque un freelance doit se former continuellement, apprendre des trucs, est-ce qu'il y a une ressource en particulier, un livre, un blog, une chaîne YouTube, quelque chose que tu
tu conseilles, tu recommandes volontiers? Alors, qu'est-ce que je pourrais conseiller? Je me dis juste, si tu es un freelance, que tu as envie de te lancer, je partirais du principe, déjà, des ressources sur Internet, il y a tout ce que tu veux. Autant il y a 4 ans, quand j'ai commencé, il n'y avait quasiment rien du tout. Et c'est pas pour rien que j'ai lancé ma chaîne YouTube sur le freelancing il y a 2 ans, parce que il y a 3-4 ans, il n'y avait quasiment rien. Et aujourd'hui, il y a plein de données disponibles, il y a plein d'éléments disponibles sur YouTube, des bouquins, des blogs, etc. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est que, en fonction de ton type de consommation, tu vas pouvoir choisir. Voilà, tu aimes bien les bouquins, va lire des livres sur le freelancing, va lire des livres sur des entrepreneurs qui ont réussi, voilà, des entrepreneurs à la fois sur le marketing, peut-être le lancement d'une entreprise. Si tu es un peu plus consommateur de YouTube, va voir des vidéos YouTube. Tu as plein justement de créateurs de contenu. Justement, je parlais avant de Dan Noël. Il peut y avoir Stan Leloup, voilà, qui est sur Marketing Mania. Il y a plein de créateurs de contenu et moi, tu vois également, tu vois, avec Freelance, je crée aussi du contenu sur YouTube parce que c'est moi-même ce que je consomme. Du coup, ça me fait plaisir de créer aussi du contenu sur cette plateforme-là. Et pour finir, ce que je trouve très important, c'est pour aller plus en profondeur. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller suivre des blogs. Parce que autant les vidéos YouTube, c'est relativement concret, c'est costaud, tu peux aller en profondeur, mais généralement, ça prend quand même pas mal de temps à créer. Et généralement, les entrepreneurs qui créent ce type de vidéos-là ne font pas énormément de vidéos parce qu'ils n'ont pas forcément le temps. Par exemple, moi, je crée une vidéo par semaine, pas plus, parce que j'aimerais en faire 5 par semaine, mais voilà, je dois prendre du temps pour mon activité. Alors que les articles de blog, généralement, tu peux avoir des équipes entières qui ont pour but d'avoir de l'acquisition client sur le site en question. Et dans ce cas-là, les articles de blog, il y en a beaucoup plus souvent. Et si tu vas aller en profondeur sur effectivement sur du SEO, du web design, du graphisme, du community management, des réseaux sociaux, etc., va voir des blogs qui existent. C'est tout bête, hein, mais avant, je parlais de coder.com, la plateforme, là, eux, justement, leur levier d'acquisition, c'est justement leur blog. Ils ont 300 000 visites par mois, c'est grâce à ça. Mais justement, c'est un blog qui, même si on n'aime pas trop la plateforme, c'est quand même un bon blog. Voilà, il y a quand même des astuces qui sont assez intéressantes. Ça ne va pas très en profondeur, mais ça te permet d'avoir au moins des bonnes bases sur tous les métiers. Donc moi, ce que je te conseille, c'est va suivre des blogs comme webmarketing.com, coder.com, va voir justement des articles de blog de ce type-là ou spécialisés en fonction de ta thématique, community management, création de contenu, référencement, etc. Va trouver des blogs en fait qui vont parler de cette thématique un peu plus en profondeur. Et pour moi, c'est avec justement ces médias-là que tu vas pouvoir justement développer ta curiosité et ton activité par la même occasion. Super, merci beaucoup. Un énorme merci pour cette réponse et toute la valeur que tu as apportée dans cette interview. Moi, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que ça va plaire aussi à ceux qui ont regardé jusque-là, c'est que ça leur a plu. Donc... Ah ouais, là, je pense que oui. Et on va aller encore plus loin parce que donc du coup, tu as l'expérience avec ta chaîne YouTube. On va faire une deuxième partie ou une deuxième interview, une autre discussion sur YouTube, stratégie, comment faire croître une chaîne, quels conseils tu donnes. Et on verra ça tout de suite dans la deuxième partie. C'est parfait. Bah, écoutez, à tout de suite sur la deuxième partie. Merci. Ciao, Johan.